Merci, bonjour à tous. Merci au comité Acute de m'avoir invité. Donc effectivement, je vais vous traiter du comment communiquer lors d'une urgence vitale. Et j'ai fait le choix de planter le décor également avec une vidéo, un extrait de film. Donc pour ceux qui l'ont vu, c'est le film Contagion. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est Gwyneth Paltrow qui revient de son voyage professionnel en Chine, qui rentre à la maison retrouver Matt Damon, ça commençait bien. Et ça se déroule moins bien après. Elle présente une hyperthermie importante et des convulsions. Et donc, elle est adressée à l'hôpital. Oui, c'est ça. Bess, est-ce que vous m'entendez? Je suis le docteur Harrington, vous êtes à l'hôpital. Elle est souffrante, et là, ce matin... Vous avez eu une attaque cérébrale ce matin, Bess. C'est la Elle a première des fois. antécédents? Ah non, non, Allergie, non. autre problème de santé? Oui, je crois qu'elle est allergique Elle est à tombée la récemment, elle s'est pénicilline. cognée la tête sous la Non, douche. elle rentrait de voyage, alors elle était un petit peu... Pas de drogue, amphétamine, ecstasy. On prend rien de tout ça, non. Qu'est-ce que... On a besoin d'aide ici. Bess. Il faut sortir, monsieur. Il faut sortir. Faut la perfuser. Donnez-moi 2 mg d'activant, s'il vous plaît. Et donc, en dépit de tous nos efforts, elle n'a pas réagi. D'accord, Son cœur s'est arrêté de battre et il se trouve, hélas, qu'elle est décédée. d'accord. Toutes mes condoléances, monsieur Emoff. Je sais que ce n'est pas facile à accepter. D'accord. Et maintenant, je peux aller lui parler? Monsieur Emoff, je suis désolé, votre femme est morte. Oui, mais enfin, je viens de la voir. On était à la maison. Y a-t-il quelqu'un que l'on peut contacter? Quelqu'un que vous aimeriez à vos côtés? Enfin, hier, on a dîné, mangé une pizza, elle a seulement parlé du décalage horaire. Vous avez dit qu'elle revenait de voyage de Hong Kong. Selon les derniers bulletins, les seules choses qu'il y a là-bas, c'est le H1N1 et la rougeole. Ici, ce n'est ni l'un ni l'autre. Alors quoi? C'est quoi? Il arrive qu'on n'en sache rien. Pour la même maladie, il y en a qui s'en sortent et il y en a d'autres qui meurent. Alors nous allons devoir avertir le médecin légiste. Il pourrait requérir une autopsie, ou si vous aimez mieux, on peut en demander une, mais je suis sûr que ça ne vous en apprendra pas plus. A priori, je dirais que c'était soit une méningite, soit une encéphalite, ou... Avec l'encéphalite, on est souvent dans le flou. Si c'était en été, j'évoquerais peut-être une piqûre d'insecte, genre virus du Nil. L'herpès peut aussi provoquer une encéphalite. Elle n'avait pas d'herpès. Enfin, qu'est-ce que vous voulez dire? bon, Qu'est-ce qui lui est arrivé? Bon sang, qu'est-ce qui s'est passé? Attendez, écoutez, monsieur Emoff, les services d'aide psychologique dans ce genre de deuil sont d'une très grande efficacité. D'accord? Pour atteindre une forme d'acceptation. Croyez bien que je suis désolé. Bon, on compatit. L'exercice n'est pas facile et on a dit qu'il fallait décrire et ne pas juger. Donc on va essayer de s'y tenir, ce d'autant qu'il n'existe évidemment pas de bonne façon d'annoncer une mauvaise nouvelle, mais certaines sont plus dévastatrices que d'autres. Donc on va essayer de voir ensemble. Je vous ai ciblé quelques points des pièges et quelques pistes aussi. Donc quelques pièges à éviter et quelques pistes à favoriser. Un des premiers pièges, alors qui n'est pas dans l'extrait, mais qui nous arrive tous de tomber dans ce piège. Moi, la première encore, c'est d'énoncer peut-être un peu rapidement son nom et sa fonction. Donc on se présente, c'est bien, ça tout le monde le fait. Mais si on le fait de façon extrêmement mécanique, on passe à côté de quelque chose. Se présenter, ça veut dire être présent à l'autre, poser son regard dans son regard, et ça change la rencontre. Au milieu du service, on a vu, c'est pas terrible, on n'a pas envie de faire ça. Donc bien sûr, il faudra savoir se poser, gérer l'espace. La logorrhée aussi, on va essayer d'éviter. De temps en temps, on assiste à un cours d'anatomie ou un cours de physiologie. Il faut éviter. Donc l'idée, c'est d'avoir des phrases courtes, un peu comme dans la communication en équipe. Le plus courte possible, accepter les silences, un ton adapté, un rythme lent sans être traînant et une voix fluctuante. Il ne s'agit pas d'avoir un plan déterminé. Alors, bien sûr, on a quelques infos à faire passer, mais en fait, on doit se laisser porter, on va le voir, et il faut qu'on colle à la temporalité de la personne en face de nous. Des schémas classiques de communication qu'on a déjà vus. On n'est pas dans l'information où l'émetteur transmet un message au récepteur et ça s'arrête là. Bien sûr que notre communication, elle va être effective, efficace s'il y a une compréhension.
Et donc la compréhension elle va être facilitée par l'analyse des retours verbaux, du feedback, des retours verbaux et non verbaux. Donc, comme vous le savez, le verbal occupe assez peu de place et le non-verbal énormément. Et ce qui compte, c'est la congruence entre les deux. C'est-à-dire que si vous êtes assis en disant « je vous écoute » et que vous vous levez subrepticement pour quitter la pièce, la personne va comprendre que vous n'écoutez pas. Donc il s'agit bien d'un processus qui a l'air plus compliqué qu'il n'y paraît, un processus interactif avec des variables psychologiques, cognitives et sociales. Je vais m'arrêter sur les variables psychologiques qui sont extrêmement importantes à connaître, très intéressantes à découvrir. Du côté des mécanismes de défense, du côté des soignants qui n'a pas envie de dire et du côté des patients qui n'a probablement pas envie d'entendre. Donc en vert, dans le... qu'on voit un peu. Dans le film, il y a du côté du soignant de la rationalisation, de l'activisme, il cherche à avoir un diagnostic, de l'évitement quand dès qu'il y a un peu d'émotion, il veut transférer le problème au psychologue. Du côté des patients, du côté de Matt Damon, du déni, la dénégation, l'isolation, en fait, il n'est pas dans l'affect, il n'est pas peiné, je dirais, entre guillemets, il le manifeste autrement. Rationalisation aussi, parce qu'il ne comprend pas, et elle était bien il y a 2 heures. Et puis la projection agressive, ça parle d'elle-même. Donc ce sont des mécanismes inconscients, adaptatifs, pour ne pas s'écrouler. Ils sont protecteurs et il faut surtout les respecter. Il ne s'agit pas de dire « Monsieur, vous êtes dans le déni ». Je ne vous parlerai pas de Spike. C'est une méthode en 6 points qui est enseignée dans les centres de simulation et c'est très bien, mais ça a été mis au point par Robert Buchman, qui est cancérologue. Donc c'est vraiment une démarche qui est adaptée au temps long, à la médecine. Et donc j'ai fait le choix d'adapter à notre métier de l'urgence. Donc ça commence évidemment par la même chose, une évaluation. Qu'est-ce que la personne en face de vous sait pour que je colle au mieux, que je m'adapte au mieux. Tout ça dans une frise, je dirais, chronologique, avant, maintenant et ce qui va se passer après, pour repositionner la personne dans l'instant. Selon la gravité de la nouvelle, ça peut provoquer un véritable effroi, ce que les psychologues appellent une effraction psychique. Il y aura un avant et après cette annonce. Et en fait, tout du long, votre première information et tout ce que vous avez à dire, il va falloir être en constante évaluation de l'état émotionnel par ces retours verbaux et non verbaux, pour savoir si votre entretien va être plus ou moins lisse, entre guillemets, continu, ou s'il va falloir à chaque fois s'adapter. Comment on évalue? Alors, avec beaucoup de silence, on apprend à se taire quand on se forme à l'entretien, on se tait beaucoup, on reformule, on répète. Si la personne vous dit « mais je ne comprends pas, c'est extrêmement brutal », oui, c'est brutal. Bon, c'est des choses qui ne sont peut-être pas si instinctives, qu'on croit, qui appartiennent aux psychologues. Et en fait, on se familiarise très très vite à ça. On accuse réception des émotions. Et donc, on a affaire à deux situations en cours de route, ou dès le départ, malheureusement. Soit vous arrivez à poursuivre parce qu'on est face à un stress adapté, soit vous allez devoir vous arrêter plusieurs fois, ou définitivement anticiper la fin de l'entretien si le stress est dépassé. L'exemple type et le plus aigu du stress dépassé, c'est la sidération. Et à la fin, c'est important dans tous les cas, même si vous ne savez pas si ça sera entendu, mais en tout cas, il faut bien résumer, avoir un plan d'action, on en est là, on va faire ça, et surtout, on se revoit. Alors, on ne vous abandonne pas, il y aura une suite à cet entretien dans une demi-heure, 1 heure, etc. Communiquer, ça fait longtemps qu'on me le répète, c'est une urgence. Quand les familles arrivent et qu'on les place dans un endroit adéquat, les minutes sont des heures. Donc, il ne s'agit pas, comme je l'ai eu entendu, de dire « je les verrai après le scanner ». Ça prend le temps que ça prend et c'est beaucoup trop long. Donc, même si vous n'êtes pas disponible, il s'agit de former un collaborateur éventuellement à aller dire « le médecin s'occupe de votre proche, il sait que vous êtes là et il viendra vous voir dès qu'il peut ». Et là, ça fait retomber autant que possible un peu la pression, sinon les gens montent en pression et c'est là qu'ils vous sautent dessus. Et ils ont bien raison. Quand vous les voyez. C'est important et utile de les voir à plusieurs, avec une infirmière, un interne, s'entendre sur ce qui va être dit, ou en tout cas ce qu'on va chercher à dire,
Qui prend la parole, le leader étant évidemment là le médecin souvent, cadrer l'improvisation. Encore une fois, on sait les 2-3 infos à faire passer, on ne sait pas forcément comment on va les faire passer. Et le briefing me paraît, alors je ne vais pas vous mentir, hein, je ne le fais pas dans 100% des cas, mais alors la situation où il est indispensable, c'est quand vous allez avec un chirurgien. Savoir si, enfin je ne vais pas vous convaincre manifestement. Les entretiens, quelques éléments. Analyser les retours verbaux et non verbaux, c'est pas céder à l'interprétation. Si vous aussi, dans votre analyse, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose d'incohérent, vous faites répéter, vous faites préciser. Voilà. On ne part pas dans des interprétations sans fin. La famille, l'entourage, c'est une identité, une histoire, une culture, un système. C'est des choses qu'il faut respecter. On ne changera pas le mode de fonctionnement de certaines familles, donc on doit faire avec. J'insiste sur le fait que ce qui est dit n'est pas forcément ce qui est entendu, eu égard à ces fameux mécanismes de défense. Il ne s'agit pas de faire le procès ni du patient, enfin ni de la personne en face et dire « mais bon sang, il n'a rien compris au précédent », si vous êtes au deuxième entretien. Au précédent entretien, il n'a rien compris, ni mon collègue s'y est pris comme un manche. C'est pas du tout ça. D'ailleurs, on ne veut pas savoir forcément ce qui s'est passé. On fait page blanche et on redemande avec cette évaluation qu'est-ce qu'on vous a dit, parce que qu'est-ce qu'on vous a compris, ça pourrait sous-entendre qu'ils ne sont pas capables de comprendre, mais en tout cas, qu'est-ce qu'on vous a dit la dernière fois, et voilà, on repart à zéro. Il y a possibilité de mettre un terme à l'entretien si ça tourne en rond. On a tous le fameux mais ça allait bien tout à l'heure, ou mais ça va aller docteur, alors que vous avez dit des horreurs, mais ça va aller docteur une fois, 2 fois. Il faut s'arrêter là. Vous pouvez user du non-verbal et dire écoutez, j'espère, ou bref, mais en tout cas, pas redire 10 fois la même chose. Si ça passe pas, c'est que ça passe pas. Pas d'acharnement dans l'information. Alors ça, c'est pas forcément lors du premier entretien, mais on voit beaucoup dans certaines équipes, dès lors que la personne en face, il peut y avoir de l'ambivalence, hein, l'espoir de guérir, et tout en ayant conscience du risque de mort. Donc, dans cette ambivalence, quand on voit les personnes avec un sourire, de temps en temps, il y a quelqu'un qui repasse et qui dit non, il sourit, il n'a rien compris. Donc, je vais lui redire qu'il y a un risque de mort. Je vais lui redire 1 fois, je vais lui redire 2 fois, et tout le monde passe et tout le monde redit. Faut éviter ça. Il y a des risques de deuil anticipé et de renforcer les mécanismes de défense. Donc ce sont bien, encore une fois, des mécanismes à respecter. Une diapo sur la colère à laquelle on peut avoir malgré tout affaire. Pourquoi la colère? Encore une fois, c'est quelque chose qui protège, qui donne le sentiment de maîtrise et qui permet d'évacuer une certaine angoisse. Donc à nous de répondre en reconnaissant, en accusant réception de cette émotion. Bien sûr, pas d'escalade. Savoir mettre un stop si ça va trop loin, hein, quand s'il y a des objets qui cassent, etc. Là, on est en droit de dire ça va pas être possible. Et puis on peut même arriver à un stade ultime que m'avait conseillé un psychiatre. Si jamais vous ressentez la peur, comme ça peut arriver, vous pouvez le dire. Excusez-moi, mais là j'en suis à avoir peur de votre réaction. Et il paraît que ça marche. J'ai jamais eu à l'utiliser, mais il paraît que ça marche très bien. Le décès, bon, on a eu l'illustration, c'est quelque chose de potentiellement stressant. Vérifier l'identité, il y a eu des couacs. Le lieu choisi, on a vu ce qu'il ne fallait pas faire. Le non-verbal peut être utile. La chronologie, là, il ne va pas falloir se perdre non plus dans des explications et dans une temporalité trop longue. Il y a une dizaine d'années de ça, j'ai mis trop de temps, manifestement, pour la personne. Puisqu'elle m'a quasiment sauté au cou en me disant mais si je le disais pas, elle allait jamais me le dire. Donc on voit bien que probablement que mon non-verbal devait parler aussi, donc j'étais dans cet embarras-là, et donc pas tergiverser et dire le mot mort, évidemment, dans ce contexte d'urgence, de mort inattendue, il faut dire le mot mort. Même le mot décès n'est pas perçu par tout le monde, pas entendu. Ne pas vouloir occuper les silences ou répondre aux pleurs et aux cris, ne pas chercher à atténuer des souffrances qui ne peuvent pas l'être. Il y a un débat sur le fait de dire ou de ne pas dire « je suis désolée ». Je pense que quand ça sort tout seul, ça sort et puis c'est tout. Certains y verraient le fait de s'excuser de quelque chose. Bon, je ne suis pas convaincue. Donc écoutez toujours.
Pas énormément de bibliographie, deux grosses études intéressantes. La bonne communication, à mon sens, c'est beaucoup de sincérité et de transparence. Et quoi de plus transparent que de proposer aux familles de rester pendant les réanimations d'arrêt cardio-respiratoire. C'est une étude qui a 10 ans, multicentrique, une quinzaine de SMUR, une douzaine de SMUR. Et donc on voit que pour les familles qui ont accepté, je vous ai mis que les familles présentes, 80% avaient accepté dans le groupe interventionnel. Et donc dans les familles qui sont restées, moins de syndrome de stress post-traumatique et moins de syndrome anxio-dépressif. Donc ça marche. Et une deuxième étude multicentrique, alors on s'éloigne un peu de l'urgence, et un peu beaucoup, c'est sur les livrets de fin de vie qui étaient distribués en multicentrique, c'est l'Autrette qui avait fait ça. Donc il y avait une distribution de livrets pour expliquer aux familles comment ça allait se passer, les limitations de traitement, etc. Et en plus de cette distribution de livrets, il y avait une formation à l'entretien. Et donc les entretiens duraient 10 minutes de plus, 30 minutes contre 20, et sur ces 10 minutes supplémentaires, 8 minutes d'écoute. Donc on ne sait pas la part du livret ou de la formation en entretien, toujours est-il que là encore, diminution du syndrome de stress post-traumatique et diminution des syndromes anxio-dépressifs. Donc 2 diapos de synthèse. Quelle place pour la famille et l'entourage? Leur place, donc il s'agit de penser à eux d'emblée. Que c'est pas seulement informer, c'est communiquer et rencontrer. Et qu'une communication efficace peut prévenir des crises. Là, une mauvaise communication peut aggraver la situation. Communiquer reste une urgence dans ces situations-là. Ne pas laisser les familles attendre même des minutes, encore une fois. Une urgence ne veut pas dire tout dire en urgence. On l'a bien vu, il va falloir prendre le temps. Donc s'il y avait 4 mots à retenir, la présence, l'écoute, apprendre à respecter les silences, respecter les différences de temporalité. Et donc j'espère vous avoir apporté quelques outils pour rendre l'exercice de compliqué et stressant à juste complexe. Merci. Ah oui, des petits ouvrages. Il y a un parti pris quand même. Donc j'ai eu la chance de coordonner ce livre avec Fabrice Michel et Florence Plantet. Récemment, nous avons eu une critique plutôt positive de la JAR Paris, qui précisait quand même que c'était pour les internes intéressés par le sujet. J'ai envie de dire que pour les autres aussi, ça peut être intéressant. Enfin, j'espère.